bonjour à tous. Nous voilà repartis pour une nouvelle semaine dans le ZCL News avec vous et avec nous jusqu'à 14h aujourd'hui, 14h15 même probablement. On va recevoir dans l'ordre M. David Laporal. Bonjour. Bonjour. Il est responsable du Musart, on va savoir ce que c'est. On recevra aussi Mme Winnie Kaona. Bonjour. Bonjour. Artiste plasticienne pluridisciplinaire. Et Gilbert Coucou, écrivain et guitariste. Avec Chapouaï. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on aura un débat de la CCIG sur la relance du travail, c'est-à-dire toute une série de femmes qui sont reconverties professionnellement, quelquefois c'est compliqué. Avec Edith Evrilis, on parlera de tout cela dans un instant. Sinon, l'actualité, c'est cet incendie ce matin à Pointe-à-Pitre qui a mis le feu à la rue Chelcher, près de la rue Chelcher. On saura un petit peu ce qui s'est passé. On ira faire un petit tour du coup, à ce colloque de la petite enfance qui s'est déroulé avant-hier, samedi. Le concours de major en maquet créole, c'est terminé. Et M. Lurel était très content parce que c'est un concours qui avait été lancé il y a quelques mois pour nous apprendre maquet créole. Et ça n'a pas toujours évident parce que nous avons l'eau faute en créole là toujours. Hommage à Omutunde, les Bastériens ont fait ce week-end puisqu'ils n'avaient pas eu l'occasion en novembre au décès de Omutunde de lui rendre hommage. Donc toute une série d'organisations bastériennes ont donc fait cet hommage. Nous y étions aussi. Et puis on ira faire un tour à Paris. Jocelyne Béroir était en spectacle. Après Jean-Claude Némour, c'est Jocelyne Béroir qui répond aux questions de José Douglas. Et puis un petit tour aussi à Bouillante où il y avait une manifestation encore à Bouillante, ce qu'on appelle le village bien-être au pays. C'était à Monchy. Bouillante, on parlera de tout ça. Voilà. Mais on va commencer d'abord avec M. Laporal, parce qu'il y a très longtemps qu'on devait le recevoir, plus d'un an. Et première question, M. Laporal, alors le Musart ne s'appelle plus Chelcher, pourquoi? Eh bien, bonjour à tous. Donc le Musart, le musée Chelcher ne s'appelle plus musée Chelcher, mais bien en effet Musart, oui. Qui signifie musée d'art et d'histoire. Pourquoi ce changement de nom? Tout simplement parce que le nom de musée Chelcher était un peu trompeur pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire que plusieurs fois, les gens venaient dans ce musée pensant que c'était un musée qui était dédié à Victor Chelcher. Oui. Or, ce qui fait qu'on donne un nom à un musée, ce sont ses collections. Oui. Et les collections du musée sont à 99% des collections qui sont liées à l'art. Ce sont des collections qui sont issues d'un don de Victor Chelcher, mais ce sont surtout des collections artistiques. Et c'est dans un second temps, à partir des années 80, que les éléments liés à l'histoire de l'esclavage sont venus enrichir les collections. Donc, d'où le nom Musée d'art et d'histoire. Il faut dire aussi que le nom de Chelcher est un petit peu controversé aujourd'hui. Alors, il est controversé, mais en fait, comme on dit en créole, Haïtien médit dans les blanches. Si vous avez un problème avec Victor Chelcher, lisez sur Victor Chelcher et on verra. Oui, mais, ça c'est notre histoire. Ça. Oui, non, mais parce que c'est ça. Beaucoup de gens parlent de Victor Chelcher, mais en fait, l'histoire de Victor Chelcher est très peu connue. Oui. Peu de Guadeloupéens connaissent véritablement ce qui s'est passé durant ce 19e siècle, qui est hyper structurant pour notre histoire, justement. On retient quand même qu'à la fin de l'abolition de l'esclavage, il a été parmi ceux qui étaient d'accord pour qu'on paie les esclaves. Justement, non, pas du tout. C'est pour ça qu'il le dit dans son livre. Non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est-à-dire que lui, il était. C'est écrit dans son livre. Oui, mais ce qu'il voulait, c'est qu'on indemnise les esclaves aussi. Parce qu'il faut se rappeler. Indemniser les esclaves. Oui, il voulait que chacun des esclaves ait un lopin de terre, parce que Chelcher, ses ennemis le considéraient comme un rouge, comme un mec d'extrême rouge, d'extrême gauche. Oui. Et donc, ce qu'il voulait, lui, c'était un peu le principe communiste, c'est-à-dire que tout individu contribue à l'enrichissement de la société. Et donc, pour lui, ce qu'il voulait, c'est que chaque esclave récupère son lopin. Est-ce que ça a eu lieu? Non, parce que Chelcher n'était pas au pouvoir. Oui. Moi, je travaille dans une administration au sein du département. Ah, c'est un vœu? Non, c'est pas un vœu. Moi, je voudrais bien que tout le monde soit riche en Guadeloupe. Mais je peux dire ça au président du département de la Guadeloupe. C'est pas parce que je le souhaite et que je lui demande que ça va se faire. Donc Chelcher, lui, il a clairement, et c'est tout aussi bien écrit, il a clairement demandé à ce que les esclaves soient indemnisés et leur lopin de terre. Oui. Et ça n'a pas été fait parce que lui, il n'était pas au pouvoir. Lui, il a été à la tête d'une commission qui travaillait. D'ailleurs, si vous regardez le décret, c'est pas lui qui le signe. C'est pas signé. Jamais vous verrez la signature de Chelcher au bas du décret d'abolition de l'esclavage. Ah non, ça c'est clair. Oui. Non, lui, en fait, il a fait ce qu'il a pu dans un contexte où, il faut le rappeler, 99,99%
90% des Français ne savaient même pas que les Noirs existaient, et le peu qui savaient que les Noirs existaient considéraient même pas que c'était des êtres humains. Alors, quand des Guadeloupéens disent à Pachel Cheikh qui libérait nous, ils ont raison, à votre avis? Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis la rédaction d'un décret dans un contexte où personne ne voulait de l'abolition de l'esclavage. Et donc ce décret, ce n'était pas les esclaves qui n'étaient encore que des esclaves, qui pouvaient faire en sorte que la France, officiellement, la République, accepte de faire en sorte que ce décret soit rédigé. Donc, il a contribué à ça. Et d'ailleurs, si vous recherchez dans les archives, vous allez voir que le gouverneur de l'époque, le gouverneur Laird, avait aucun intérêt et aucune volonté de faire en sorte que les esclaves soient libres. Et il envoie... C'était pas le contexte actuel, c'était pas le contexte de l'époque. On oublie même que, par exemple, la République a fonctionné que 4 ans, durant quasiment de 1804 à 1870. Il n'y a que 3 mois, durant toute cette phase, où la République était d'accord pour que les esclaves... Et d'ailleurs, le décret même a pris du temps à arriver, que sur un Guadeloupe et en Martinique. Oui, il a mis du temps à arriver. Il est arrivé, je crois, juillet... Il devait se mettre en vigueur 2 mois après. Mais c'est aussi un élément qui est intéressant, c'est que dès la fin du mois de mars 1848 et début du mois d'avril 1848, la plupart des esclaves en Guadeloupe savaient qu'ils allaient être officiellement libérés. Donc moi, personnellement, on me dit que je vais être libéré dans 2-3 jours. Je me dis que je vais être libéré, c'est fini pour moi, je suis libre. Donc c'est ce qui a d'ailleurs donné le dernier coup de force aussi à toutes ces révolutions d'esclaves qui étaient régulières. Alors vous pensez que les gens qui ont déboulonné Chelsea, par exemple à Basse-Terre, ils ont tort? Alors, je sais pas, moi je respecte la colère. Je pense que les gens ont raison d'être en colère. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, haïtien, mais dit dans les blanches. Si on veut vraiment connaître... Haïtien, dit dans les blancs. Faut bien connaître son ennemi, si on considère que c'est son ennemi, pour pouvoir le critiquer. Et quand on connaît la vie de Victor Schœlcher, on se dit que, grâce à lui, ce décret d'abolition de l'esclavage a vu le jour. Ça, c'est clair. Alors, venons quand même au Musart, puisque vous êtes là pour en parler aussi. Ce Musart, c'est un musée des arts. Alors, en dehors des donations que Schœlcher a fait à l'époque, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui à ce Musart? Alors, à la fin du 19e siècle, il a en effet donné des œuvres d'art à la Guadeloupe, des livres à la Martinique et les 2 à la Guyane, mais il avait donné plein de choses en fait à plein de personnes. Tout ça donné, c'est pas une vente qu'il a fait. Il se savait à la fin de sa vie et il était convaincu que l'assimilation était une bonne chose. C'est-à-dire qu'il voulait éduquer les gens par la culture. Donc il a rassemblé des œuvres d'art. C'est un peu l'image qu'on peut avoir du monde de l'histoire de l'art au milieu du 19e siècle. Sauf que à la fois pour la Guadeloupe, il avait donné une vision européenne, on va dire, de l'histoire de l'art, mais dans l'Hexagone, il a donné en fait des centaines d'objets qui sont liés à la Guadeloupe, à la Martinique, au monde amérindien, au monde africain, pour éduquer les Européens à comprendre ce qu'il y avait en dehors du monde. Et tous ces objets sont encore visibles. Et la force du Musart aujourd'hui, c'est qu'il rassemble tout. C'est-à-dire que sur un seul pied d'égalité, vous voyez des expressions artistiques qui viennent d'Afrique, du monde amérindien, du monde américain et de l'Europe. Et pour un enfant, je trouve que justement, qui va grandir en Guadeloupe, c'est quelque chose qui manquait. Ne pas avoir une vision de l'histoire de l'art qui soit complète et humanitaire et égale. Alors, comment est le Musart au quotidien? Vous faites des animations, comment ça se passe? Oui, on a des ateliers qui sont à la fois des ateliers artistiques et des ateliers citoyens. Justement, au regard du donateur de ces objets, il est important pour nous de travailler sur les problématiques de discrimination. Le racisme est une discrimination, le sexisme est une discrimination, il y en a de différentes natures, et on aborde tous ces faits, que ce soit artistiques ou citoyens, à travers les ateliers qu'on met en place. Plus des cours. Pour les écoles, alors pour les établissements scolaires, vous faites ça, c'est ça? Oui, pour tout le monde. Pour tout le monde. Là, vraiment, pour tout un chacun, il n'y a pas de... Justement, si on se bat contre les discriminations, c'est bien pour que tout le monde puisse accéder à ce musée. Et en ce moment, il est complètement gratuit. Oui. Donc, il suffit de nous appeler, on organise des visites, des ateliers, etc. Pour tout le monde. Mais pas encore d'exposition cyclique, non? Alors si. Là, la première exposition, c'était une exposition de Daniel Labriou qui s'appelait Renaissance, qui avait un double discours. Un discours à la fois sur l'histoire de la réhabilitation de ce musée, dans sa renaissance, mais aussi un discours sur les questions des addictions et des dépendances
à la technologie. On parle de l'esclavage, mais on a aujourd'hui d'autres formes d'asservissement et de dépendance. Et donc c'était un clin d'œil que Daniel Abriou abordé dans son exposition. Et cette année, on a plusieurs expositions prévues avec Ronald Cyril, Antoine Poupel, Bélisa Troupé, Guy Gabon, Brosila Gossanou. Enfin, on a au moins 5 expositions. C'est un programme, pratiquement. Ouais, on essaye d'être à la hauteur de ce que... Ouverture du lundi au samedi, c'est ça? Du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 9h à 17h. Et des cours gratuits en histoire de l'art aussi. Bien, c'est noté. On revient vers vous tout à l'heure. Je me tourne vers Mme Kaona, parce qu'il va y avoir une exposition aussi, mais ce n'est pas au Musart. C'est pas au Musart, c'est plutôt une exposition qui est dédiée aux ambassadeurs de la Biguine, de 1924 à nos jours. Oui. Voilà, et ça va se passer du 22 au 31 mars. C'est-à-dire à partir d'après-demain. Après-demain, au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, parce que nous sommes, la ville de Pointe-à-Pitre est partenaire de cette exposition. Voilà. Alors, vous avez amené avec vous un musicien connu. C'est un beginner ou c'est un guitariste beginner? Mais tu es un musicien, tu joues de tout. On va dire les deux à la fois. Alors, je vais répondre un petit peu à ça, puisque aux sollicitations plurielles de Winnie, en tant qu'ami, parce que c'est une amie de longue date, j'ai répondu oui. Et à cette sollicitation aussi d'être le parrain de la manifestation. Alors, deuxième sollicitation, et c'est là que ça touche un petit peu, ça répond un peu à ta question, eh bien, le musicologue et passionné de Biguine, musicien passionné de Biguine que je suis, a encore répondu oui à sa sollicitation, cette deuxième sollicitation. Et c'est avec plaisir que vraiment, c'est un plaisir non fin, parce que en cas de créole, nous savons ça, toujours passionné de Biguine. Et puis j'admirais, bon, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagé, sa passion. Quand elle parle, son visage s'illumine et vous transporte aussi dans son projet, et qui n'en est plus, puisque elle a quand même concrétisé, et avec brio. Donc je la suis, donc, en tant que parrain, mais en tant aussi que chef d'orchestre. Voilà. Ça veut dire qu'on te verra à l'œuvre? Ben, forcément, sinon je serais un chef d'orchestre honoraire. Alors, quel va être le programme, Mme Kaona, puisque il y a donc l'exposition, ensuite il y a l'anthologie de la Biguine. Avant l'exposition, il y a après les Trophées de la Biguine, la 5e édition des Trophées de la Biguine. Trophées de la Biguine, qu'est-ce que c'est exactement? Les Trophées de la Biguine Monde de Rivel, que j'ai mis en place à l'issue de la commémoration de son centenaire. J'ai voulu transmettre, intéresser les jeunes dans les scolaires à la Biguine, et j'ai créé donc ce trophée de la Biguine qui existe depuis 2018 et qui en est à sa 6e édition. Donc, alors nous allons fêter la 5e édition au lieu de la 6, tout simplement à cause de cette pandémie, et nous avons cette année 14 participants des écoles, des associations, et nous avons 3 catégories, la catégorie chant, la catégorie danse et la catégorie instrument. Et il faut dire aussi que les candidats reviennent, ceux qui sont lauréats chaque année remettent en jeu leur titre et reviennent bien sûr à la prochaine audition, donc c'est là. Et ce qui fait que nous avons eu un engouement particulier parce qu'ils veulent participer, il y en a qui participent aux 3 catégories. Donc ça va se passer au Mémorial Act le 28, mais je tiens quand même à dire que c'est une manifestation qui n'est pas publique, mais qui est réservée exclusivement aux candidats, avec leurs enseignants, les écoles qui accompagnent. Ce sont des écoles et des associations. Donc, comment dire d'autres encore? Et puis, nous avons aussi initié cette année la venue de 3e âge qui puissent voir un peu cette transmission qui se fait, ces jeunes qui commencent à chanter la Biguine, parce que quand je fais le décompte depuis 5 ans, eh bien, ça nous fait près de 400 élèves qui ont entendu parler de Biguine et qui savent ce que c'est, même si, parce qu'ils viennent en chorale, ils viennent à la classe de 30, 40, etc. Donc, ça fait déjà du monde. Et nous avons finalement 5 fois 3, 15 lauréats. Quand même, oui. Ah oui, 15 lauréats déjà sur les 5 ans, puisque c'est 3 catégories par année. Mais je suis très satisfaite de ça. Voilà. Alors donc, on en est à la 2e, excusez-moi, 2e manifestation, et puis suivi d'une série de concerts. Pourquoi les concerts? Tout simplement parce que je me suis dit, à quoi servirait ce travail si
on a des lauréats, on les intéresse à la Begin, et que finalement, il ne se passe rien. Donc, moi, j'ai décidé de les accompagner sur scène pour pouvoir connaître, que la Guadeloupe connaisse les nouveaux talents, les nouveaux visages de la Begin. Et ça va se passer dans... Donc, il y a trois concerts, c'est ça? Nous avons 4. Nous commençons concerts. le MACT, le 31. Nous avons ensuite le Ciné-Théâtre du Lamentin, le 22 avril. Le 29 avril, nous avons... Félix Le 22 Photo. mars ou le 22 avril? Je vois écrit 22 mars. Vous avez 22 mars où? Sur Anthologie de la Begin, Mac, 31 mars. Vous n'avez pas, Après, vous n'avez pas le bon truc, ça, c'est le vieux truc, ça. Ah, c'est pas le bon. Non, voilà, vous n'avez pas. Donc c'est en avril. C'est en avril, Oui. en avril. Ça a été rectifié, oui. D'accord. Et ça, voilà. Donc, 22 avril, Et 29 avril, oui. et 31 mars. Ça commence le 31 mars. Et 31 mars, on commence en maths. Et le 6 mai. Et le 6 mai, c'est... Voilà. Le 6 mai, ça sera à l'auditorium de Basse-Terre. On a 4 dates. C'est un Begin Tour. Mais monsieur, il faut la faire connaître... transmission, hein. Oui, et il faudrait que l'on connaisse tous ces jeunes qui reprennent ça en main. Moi, c'est le but. C'est pas Winnie qui fait un concert, je les accompagne. Il est certain que je suis contente de retrouver aussi le public. Alors justement, Gilbert Coucou, on dit souvent que la Begin n'a pas la place qu'elle mérite dans le patrimoine musical guadeloupéen. Oh, quelle erreur. C'est un préjugé qui est quand même négatif. Hein. Non, mais je dis ça par rapport à d'autres musiques guadeloupéennes. Alors, déjà, d'un point de vue musique, purement musique, il faut savoir que la Begin est un peu l'équivalent du jazz, entre guillemets. Tout à fait. Et j'en veux pour preuve des personnalités comme Mavondi, Émile Antil, Alain Jean-Marie, André Condon. Ils étaient admirés par des Américains, bon, qu'ils soient noirs ou blancs, parce que les harmonies, ils se promenaient là-dedans. Et puis, ça les émerveillait. Et une fois que quelqu'un sait jouer, par exemple, mi belle journée, mi ta da da da, avec ses, eh bien, elle va jouer Satin Doll, pa da da da, pap. Ce sont les mêmes harmonies, les mêmes accords. Simplement, une fois qu'on s'est imprégné du rythme, eh bien, à ce moment-là, on est comme un poisson dans l'eau, parce qu'on a compris que la chose harmonique, on la maîtrisait. Oui. Ça, c'est du point de vue musique même. Bon, le contenu harmonique. Mais maintenant, danser la Begin. Et j'en veux, bon, enfin, il suffira de voir Winnie évoluer sur une scène en dansant sa Begin pour que, ça donne de l'eau à la bouche. Non, mais en fait, la question est de savoir pourquoi, par exemple, en Guadeloupe, pendant longtemps, la Begin a été un petit peu mise de côté. J'en veux pour preuve, je donne un exemple concret. Je me souviens une fois, j'ai discuté avec Local, il dit, moi, Begin, c'est butin à Doudouis, c'est pas butin à nous, ça. Oui, mais enfin, bon, un PFA et un PFA, oui, il ne va pas rentrer. Gérard Kaufman, oui, Gérard connaît de point de vue à moi, ça. Et en apparenté, je ne sais pas s'il dirait la même chose. Ah bon? Non, maintenant, il y a un petit côté, effectivement. Il y en a qui ont mis en avant le côté doudouiste. Oui. Parce que c'est l'image, effectivement, que bon. Mais va dire ça à Mirval, va me dire ça à moi, va dire ça aux gens. Mais non, c'est festif, d'accord. Bon, on a tendance à vouloir s'exprimer corporellement, mais musicalement, quelle richesse. Le zouk est pas doudou. Quelle richesse. Moi, j'ai dit Mario Canoï, ça aussi, pareil, tu vois. Quelle richesse, tu vois. Et donc, c'est important, oui. Et je tiens à dire, ce n'est pas une omission, mais je tiens à dire que depuis 3 ans, pour la 3e année, le rectorat s'est associé à cette démarche, à ce projet, et nous accompagne depuis 3 ans. Donc voilà. Ouais. Bon, c'est donc 3 dimensions. Hein. Nous avons 3 dimensions pour fêter ces 5 années de ces trophées de la Begin. Concerts, l'expo. Alors l'expo, c'est où? Alors au pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre, je dis en partenariat avec la ville, et qui commence mercredi 22 jusqu'au 31 mars. Et donc tout est prêt pour recevoir. Et justement, parmi les noms qu'il a cités, vous serez assez surpris de découvrir, de savoir en fait qui était qui et qui chantait quoi. Parce alors les ambassadeurs, c'est qui? Ah ben oh là là, ce sont d'abord les premiers. Alors il faut dire une chose, Monsieur Zamboni, c'est que nous avons dans ce concert, dans cette exposition, nous avons 3 étapes, 3 dimensions. À savoir que nous avons les Mouna Begin, parce qu'il y a une histoire qui a commencé pour le centenaire de Mundo Ribel, une émission qui était, j'ai eu l'opportunité... Quand je connais bien. Que vous connaissez bien, qui était d'abord, vous m'avez
insufflé, c'est ça l'idée de faire une émission qui s'appellerait Mouna Begin. Oui. Et c'était très intéressant et que j'ai tourné ici avec le soutien de Canal 10. Et je me suis dit, attends, mais pourquoi Bitin n'a pas fait dans Chimay, je vais me faire un petit ouvrage. Et j'ai fait avec cet ouvrage un DVD où j'ai fait un extrait des 17 musiciens que j'ai reçus, qui œuvrent pour la Begin. Ensuite, j'ai écrit Pays Begin, bouquet de notes oubliées. Donc là encore, ce sont tous les ambassadeurs, plus de 30, qui sont partis au firmament, au Filao, et qui finalement seront présents. Les photos, leur biographie. Il y aura de quoi, apprendre. C'est une exposition vraiment très pédagogique. On ne vient pas pour voir des photos. On vient voir, écouter, entendre, apprendre et rectifier les erreurs que l'on a pu entendre. Et la troisième étape, donc ça fait Mouna Begin, Pays Begin, et nous avons de l'autre côté la partie réservée à Winnie Kaona en 3D. Pourquoi 3D, 3 dimensions? Mais parce que il y a chanson, il y a littérature, il y a peinture. J'ai envie de poser la question à monsieur Laporal. Est-ce qu'un jour, vous pouvez accueillir une exposition sur la Begin au musée d'art? Est-ce que ça rentre dans vos compétences? Complètement, parce que c'est un musée d'art, et donc la musique, la danse, est une expression artistique. Donc tout à fait, bien au contraire. Parce qu'elle a parlé d'exposition, je me dis, votre exposition, elle est temporaire au musée de la ville? Temporaire, elle est là bien sûr, jusqu'au 31 mars. Jusqu'au 31, c'est ça. Oui. Jusqu'au 31 mars. Et après, je ramasse tout, je mets en Vous allez au musée d'après, vous prenez contact avec monsieur Laporal. Justement, mais je n'osais pas faire la demande tout de suite. Je lui dis, j'avais presque envie de lui, ne partez pas, que les connexions nous coordonnent. Avec plaisir. Et réservez-moi votre soirée demain soir. Ça se fait en direct dans nos métiers. Oui, ça c'est moi. Alors, je reviens vers vous rapidement, monsieur Laporal. Dans la catégorie des musées de la Guadeloupe, puisqu'il y a le musée du Moule, comment on considère le Musart finalement? Comment il se situe? En fait, on est un musée départemental. Le musée Edgar Clair, musée d'archéologie précolombienne du Moule, est un musée qui concerne vraiment l'archéologie précolombienne des petites Antilles françaises et notamment de la Guadeloupe. Il n'y a pas de précolombien chez vous? Non, il n'y a pas de précolombien. Par contre, il y a de l'archéologie. Il y a de l'archéologie. Mais coloniale, historique. Donc on peut aborder des sujets comme la piraterie, comme par exemple, on l'espère dans 2 ou 3 ans, faire une exposition sur les habitations, justement. Sur la vie dans les habitations en Guadeloupe. Parce que justement, vous en parlez, j'allais vous poser la question. Vous devez le savoir, puisque vous êtes un archéologue historien, parce que les corsaires et pirates de la Guadeloupe ont joué un rôle très important à une époque ici. Indéniablement, alors c'est là où on voit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais c'est vrai que moi j'ai bien passé une bonne partie de ma vie sans imaginer le fait que, quand on parlait de pirates des Caraïbes, on parlait de nous en réalité, on parlait de ce qui se passait aussi en Guadeloupe et en Martinique, et c'est vrai que la Guadeloupe et la Martinique étaient un lieu particulier, privilégié pour la piraterie, avec Haïti notamment, parce que surtout au début, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, lorsque les Espagnols, les Portugais allaient récupérer les richesses sur le continent américain, ils s'arrêtaient assez systématiquement en Guadeloupe et en Martinique. Et c'était dans le cadre des navigations qui se faisaient dans cette zone que les pirates arraisonnaient ces bateaux espagnols et alors, je vais vous faire une petite confidence, mais ce n'est pas grande chose. Toute mon enfance, j'habitais à la Rue des Corsaires à Bastère. Alors, je ne me suis jamais posé la question pourquoi la rue s'appelait la Rue des Corsaires. Et puis un jour, j'ai lu le bouquin de, comment il s'appelle, qui travaillait à la CCI, qui est décédé récemment. Et il expliquait effectivement que dans la ville de Bastère, il y avait ce qu'on appelle des cales, où les corsaires débarquaient leurs marchandises, enfin les corsaires, pirates et flibustiers, il y a 3 niveaux. Tout à fait. Flibustier, c'est que pour la Caraïbe. Oui, que pour la Caraïbe. Et on verra ça un jour, peut-être au Musart. On est déjà pour parler en discussion avec Alexandre Coulot, qui est un archéologue de l'INRAP, qui s'est notamment spécialisé, il en a d'autres, il est spécialisé sur tout ce qui est archéologie militaire, et qui a travaillé sur une bonne partie du monde, en fait, sur la question de la piraterie, et notamment en Guadeloupe. Et donc c'est quelque chose qu'on évoque, tout à fait. Oui. Parfait. Alors, je voudrais rajouter que cette exposition qui est temporaire, on va recevoir aussi des élèves qui viendront visiter. Et moi, il y a une chose que je dis, je commente vraiment, je suis là pour commenter l'exposition, chanter, faire séduire, tout simplement. Séduire. C'est une séductrice.
Mais monsieur de nature, surtout quand on danse à midi, qu'on est ma biguine après toutes ces années. Hein? Tu as été séduit. Mais il a dit tout à l'heure. Oui. Mais il a dit tout à l'heure, c'est pour cette raison qu'il a accepté. Alors, on reprend les rendez-vous rapidement. Alors, mercredi. Alors, mercredi, ouverture de l'exposition du 22 jusqu'au 31 mars. D'accord. Ensuite, nous avons les trophées de la biguine au Memorial Act réservé aux participants. Le 28. Et la chose qu'il y aura, c'est que quand il y aura la série de concerts, tous les candidats sur les 5 ans sont présentés sur écran au public de toute cette tournée, parce qu'il faut y voir visage à eux quand même. Hein? Absolument. Donc voilà. 4 concerts, hein, je note. 4 concerts, MACT 31, 22 et 22 avril, c'est Lamentin, 29 Félix Couteau, et le 6 mai, nous terminons à Bastère. Ah oui, on n'a pas oublié Bastère cette fois, monsieur. Ah non, il ne faut pas oublier Bastère. Voilà. Nous, on a un petit rendez-vous aussi. Hein, chaque semaine, de midi à 14h le jeudi, on a les cours d'histoire de l'art en direct du Grand Palais à Paris. Histoire de l'art. Oui, on a les cours du Grand Palais, en fait, du Louvre. En ligne, c'est-à-dire qu'il suffit de prendre contact avec nous et vous pouvez voir des cours d'histoire de l'art qui vont de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, donnés par des guides conférenciers du Louvre, et qui sont en plus podcastables, c'est-à-dire qu'ils sont diffusables et accessibles pendant plus d'une semaine à chaque fois. Monsieur Lapourelle, vous savez que vous êtes le premier responsable de ce musée qui soit guadeloupéen? Oui. Oui, mais en fait, j'étais là il y a de 2004 oui, 2005. Mais qu'à la responsabilité officielle. Oui. Bon, nous en sommes être contents. On veut que ça dure. Voilà, on a terminé. Gilbert, on viendra t'écouter au moins à Bastère. Moi, personnellement, moins. Oui, au moins à Bastère. Comme Sébastien, qui est là, qui est Bastère. Un pays à Lamentin, alors qu'en région Tu n'as même pas parlé de tes musiciens qui t'accompagnent. Oui, mais les musiciens qui seront là, honneur et respect à Jean-Marie Théophile qui sera à la batterie, Jean-Claude Damprobe tiendra à la basse, Jean-Marc Douared sera au piano, il y aura Sandra Jean-Charles et Sandra Nègre, choriste, et puis votre serviteur à la guitare. Et tu as oublié celui que tu as rajouté? Alors ça, c'est concernant le jury, pour le trophée même, il y aura aussi Tony Castri aux percussions. Oui, parce qu'il va participer également au... ah oui, ça va être... C'est toi qui as fait le casting? Oui. Oui, voilà. Parce que j'ai connu, c'est quand André, mon chéri, me l'a demandé, l'adolescente que j'ai connue il y a quelques années, elle m'a dit oui, Nika Ona, qui peut qui fait mon neuf. Ok, merci en tout cas. Merci de nous avoir reçus. Et bonne trophée, bon festival, puisque pratiquement c'est un festival de week-end, en fait. 4 dates, c'est plus un concert, c'est presque un festival. Et puis les jeudis de l'art, c'est ça? Oui, on peut dire ça va très bien. 14-18 heures. Voilà, on prend la première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite avec le débat et on va parler un petit peu de l'information tout de suite. Merci. À l'occasion de la 5e édition des Trophées de la Biguine Moon de Rivelle, en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre, l'Association pour le développement de la musique traditionnelle vous présente l'exposition Mouna Biguine du 22 au 31 mars 2023 au pavillon de la ville. Horaire 9h-18h. Le concours 5e édition des Trophées de la Biguine Moon de Rivelle avec la région académique. Mardi 28 mars 2023 au MACT. Candidats inscrits exclusivement. Concert anthologie de la Biguine. Winnie Kaona et les lauréats des trophées pour que nous sachions qui était qui et qui chantait quoi. Renseignements complémentaires 0690 624 052. Ensemble, partageons l'amour et la passion de la Biguine. Patrimoine-nous. Musique pays, plaisir la vie. Et nous revoilà sur le plateau du ZCL News. Je vous l'ai dit, on va tout à l'heure commencer un débat sur la reconversion professionnelle au féminin et des femmes qui ont gagné un trophée. Bonjour Madame Evrilus, vous êtes vice-présidente des TPE à la CCI. Je suis la présidente de la commission des très petites entreprises au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guadeloupe. Et c'est vous qui avez initié ce... Depuis 3 ans, la commission a initié cette remise de trophées parce que j'estime que les femmes font aussi
Et donc, il faut mettre ces femmes-là en avant, il faut faire savoir leur savoir-faire pour déjà motiver d'autres femmes et d'autres personnes, parce que la reconversion n'est pas propre aux femmes, motiver d'autres personnes qui sont en échec. Moi, je dis qu'il n'y a pas d'échec dans l'entreprise, ou bien qui subissent des difficultés. C'est aussi donner courage à ces gens-là et leur dire que bon, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de difficulté, mais essayez de remonter votre entreprise dans un autre secteur d'activité. Donc, on y revient dans un instant. On va faire un petit tour dans l'actualité quand même, puisque ce matin, il y avait un incendie à Pointe-à-Pitre qui semble-t-il a traumatisé beaucoup de gens. On revient sur les images de Michel Depape. On regarde. À 7h20, aux environs de 7h20, nous avons reçu un appel donc, au centre de traitement de l'alerte pour un feu à la rue Shelcher à Pointe-à-Pitre. À notre arrivée, donc, on a dû faire face à un important panache de fumée, à un feu très important, en fait, qui se situait au niveau d'un restaurant et également d'une animalerie. Des moyens très importants ont été engagés, pas moins de 4 centres d'incendie et de secours pour une cinquantaine de personnels au moment où je vous parle. Pointe-à-Pitre, non, c'est pas Pointe-à-Pitre qui est une zone compliquée. Ce sont tous les centres urbains qui sont forcément compliqués parce que nous avons des risques de propagation importants. D'ailleurs, grâce à notre action rapide, au moment où je vous parle, bien entendu, je parle toujours de bilan provisoire, et j'insiste bien, nous n'avons pas à déplorer de victimes et nous avons réussi à enrayer la propagation à tous les bâtiments avoisinants. Ben oui, on a le cœur serré puisque c'est la beauté, la richesse de Pointe-à-Pitre qu'on voit partir en fumée. À chaque fois qu'il y a un immeuble en bois qui brûle, pas loin, il y a eu l'immeuble des Fouriers, à l'angle aujourd'hui, ici, l'immeuble des Lautriques, un commerçant, un restaurateur qui va se retrouver sans activité. C'est un drame de trop pour Pointe-à-Pitre et c'est vrai que le maire ne peut être qu'attristé face à cela, mais je salue la réactivité des pompiers, des services de police. On a vu quand même que les services publics ont été réactifs. Les agents de la ville ont déjà posté une pelle mécanique qui va pouvoir enlever les remblais et pouvoir nettoyer la ville. Mais c'est un lundi triste pour Pointe-à-Pitre. Mais aujourd'hui, on ne pourra pas nous faire le reproche qu'il n'y avait pas de borne d'incendie fonctionnelle. Les pompiers sont arrivés avec le temps que ça prend pour les relier Abîme à Pointe-à-Pitre. Vous savez, comme je le dis, comme je le pense, nous avons une caserne de pompiers à Bergevin. Je vais militer pour que cette caserne soit à nouveau investie par le SPIS, pour que nous ayons des moyens plus proches, puisque Pointe-à-Pitre, je le rappelle, c'est une ville d'art et d'histoire, dont la beauté, la richesse patrimoniale réside dans des bâtiments en bois, avec des installations électriques qui sont souvent assez vieillies. Et donc, le risque incendie est un risque à prendre en considération et il faut aménager et équiper Pointe-à-Pitre en ce sens. Voilà, c'était cet incendie de Pointe-à-Pitre. Bon, il n'y a pas eu de victime, c'est tant mieux. On va faire un petit tour du côté de Bouillante, puisqu'il y avait ce week-end aussi une petite réunion sur le bien-être vivre. Bouillante très active ces temps-ci, puisque semaine dernière, c'était le festival des produits locaux. Cette fois-ci, c'est on regarde un peu ce reportage et on revient vers vous. Nous avons ouvert les portes du village à 10h du matin. 10h du matin avec de nombreux exposants, tant le domaine effectivement du bien-être, des associations aussi qui sont venues nous sensibiliser face à certaines pathologies que nous avons qui sont assez présentes sur notre île. Et puis vous avez à côté de nous, vous avez ici HTA Guada qui vient nous sensibiliser face effectivement à l'hypertension. Vous avez l'association qui vient nous sensibiliser face au diabète également. Et puis Karukera Phoenix qui vient nous parler des différents cancers également qui sont assez présents dans notre territoire. Et donc, je crois que malgré le temps, la population apprécie. Nous avons de bons retours. Nous aurons un peu plus tard, à 19h, nous aurons également un souhait au cadre. Donc nous allons terminer cette manifestation sur de l'activité physique parce que nous pensons à notre sens que le bien-être, c'est trouver un certain équilibre entre ces activités physiques, mais aussi se trouver un certain équilibre mental et social. Karukera Phoenix, c'est une association qui accompagne les hommes et les femmes atteints de cancer et tous les types de cancers.
Nous sommes aujourd'hui à Bouillante mais pour la prévention. Le mois de mars, c'est le mois qui est dédié au cancer colorectal. Et du coup, on a été invité par la ville de Bouillante pour justement faire de la prévention en ce sens. On se déplace dans les écoles, sur plusieurs communes, dans les établissements qui nous invitent en fait. Même dans les entreprises, on va faire de la prévention. On parle beaucoup de l'alimentation, de l'hygiène de vie à avoir pour éviter d'avoir un cancer. L'hygiène de vie, c'est bien manger, bien dormir, faire un peu de sport. Alcool modéré et puis rigoler, être entouré, passer de bons moments, vivre. Alors aujourd'hui sur mon stand, je propose plusieurs produits fabriqués ici pour la plupart. Alors nous fabriquons de l'huile de karanja, des mélanges de plantes et de graines d'abricot, de graines d'avocat avec les produits de chez nous. Je fais aussi une marque de produits cosmétiques, de maquillage. En l'occurrence, Ibiradiance, qui est une marque qui a été créée par une Martiniquaise, qui est à base d'eau de concombre. Donc il y a le fond de teint, il y a la poudre à base de probiotiques et une huile à base de probiotiques. Et sur mon stand, on va trouver également des gommages à base de sucre et d'huile essentielle pour les douleurs, pour les articulations, pour la circulation. Karakira Phoenix, c'est une association qui accompagne les hommes et les femmes atteints d'un cancer. On est là pour sensibiliser la population, faire de la prévention et surtout être présent pour les personnes qui sont dans le besoin d'avoir des informations. Pour le mois de mars surtout, qui est le colorectal. Donc n'hésitez pas à venir sur notre stand qui est juste là, à Bouillante. Voilà, c'était ce week-end à Bouillante. On revient sur le plateau avec nos invités que Madame Evilus va nous présenter. Leila Fleming. C'est moi. C'est vous? Oui. Deux petits mots sur elle quand même. Donc Leila est en pleine reconversion et je pense que sa reconversion est réussie puisque de salariée elle était aide comptable ou comptable dans une entreprise, elle saura dire mieux que moi. Et depuis elle a utilisé son potentiel et puis elle a décidé de fermer, de claquer la porte, entre guillemets, et de s'orienter vers la création de son entreprise. Il va le dire. Fanny Jaltombade, Margalantes comme vous-même. Fanny Jaltombade, aussi en pleine reconversion, mais franchement, elle a une reconversion qui ne ressemble pas, c'est-à-dire, toutes les quatre, nous sommes en reconversion, mais aucune reconversion ne se ressemble. Donc, Fanny a une reconversion vraiment atypique. Elle en dira deux mots tout à l'heure. Et il y a aussi Stella Joxan, qui est aussi en reconversion. Elle était secrétaire comptable et elle s'est dit pourquoi ne pas utiliser ce que je sais faire pour moi. Et donc elle s'est reconvertie dans la transformation du cacao. Ah ben justement, on va commencer par Stella Joxan. Alors cette reconversion, comment ça se met en place progressivement? À quel moment vous avez pris la décision? Eh bien, bon, ça date de quelques années. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un de très attiré par les métiers de l'artisanat, par la nature. Et j'avais envie d'être dans la production, pas que faire de la gestion. Et voilà, donc... c'est vrai qu'on a une biodiversité extraordinaire en Guadeloupe et je voulais faire un travail qui mettait en valeur les richesses de notre île. Et pourquoi le cacao? C'est parce que ma mère a travaillé plusieurs années au domaine de la grivelière. Et voilà, elle m'a transmis le savoir-faire qu'elle avait au niveau de la transformation du cacao. Et c'est un produit qui est extraordinaire parce que c'est riche en magnésium, en fer, en zinc. C'est bon pour la santé, mais c'est bon aussi pour la peau, les cheveux. Donc, je voulais faire de l'agrotransformation et le transformer tant dans le domaine alimentaire que cosmétique. Et voilà, c'est ce désir-là que j'avais. Et il y a eu beaucoup d'hésitations. Je suis restée longtemps dans la phase rêve. Et puis après, je me suis donné les moyens. Et je me suis dit, bon, on va faire des formations et on va se lancer. Alors, votre produit est déjà pratiquement prêt ou il est en production, eh bien, en préparation? Ils sont déjà prêts. Hein. Je propose déjà des produits. Donc, à Vieux-Habitants, il y a un bar à caco. À Simao, sur la plage de Simao, en face des restaurants. Voilà, et on peut venir déguster le traditionnel chocolat chaud avec le bâton de cacao. Je vends également des bâtons de cacao sous différentes formes. Il y a aussi en portion, si on n'a pas envie de râper, des fèves enrobées, des liqueurs de cacao associées à d'autres plantes locales.
et aussi des cosmétiques, des savons à base de cacao, des baumes pour le corps et les cheveux, des savons. Pas encore des tablettes de chocolat, non? Pas encore, mais ça d'ici. Voilà. J'imagine. Alors, je retourne vers Madame Jaltombad. Alors, vous êtes en reconversion. Alors, vous étiez quoi avant? Alors, par quoi commencer? Moi, je suis multirécidiviste de la reconversion. Ah je, bon? suis à ma quatrième reconversion. Quatrième reconversion? Voilà. Bon, alors, donc, j'ai été podologue, oui. donc soignante. Ensuite, j'ai été déléguée pharmaceutique, donc je représentais en fait des médicaments en pharmacie. Et ensuite, j'ai ouvert une pâtisserie. Ah, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, à chaque fois, je passe des diplômes. Hein, donc, on se forme. Donc, j'ai eu un CAP de pâtisserie et j'ai ouvert une pâtisserie. Et maintenant, je suis dirigeante de la société JDiag qui fait du diagnostic immobilier. Qui fait du diagnostic immobilier. Diagnostic. Donc, tous les diagnostics obligatoires. Vous passez de l'extrême à l'autre. Oui, je suis bac plus. Alors, si on pouvait tout immobilier, ça veut dire quoi? Alors, donc, je réalise tous les diagnostics obligatoires à la vente et à la location de bâtiments. Faites de l'expertise, alors, c'est de l'expertise. C'est différent. L'expert immobilier va valoriser un bien. Oui. Moi, je fais vraiment le diagnostic avant-vente, donc électricité, thermite, amiante, diagnostic énergétique. Donc, ce sont des documents sans lesquels vous ne pouvez ni louer ni vendre votre... C'est-à-dire, avant de vendre une maison ou de l'acheter, on fait appel à vous. Exactement. Le notaire, en tout cas, ne pourra rien signer sans ces documents-là. D'accord. Voilà. Et ça prend du temps pour expertiser une maison? Enfin, pour faire le diagnostic, pardon. Ça dépend. Alors bon, chez JDiag, on est réactif. Donc, on donne des rendez-vous rapidement et on rédige les rapports rapidement. Mais ça dépend du bien, de la complexité. Il y a des fois des prélèvements amiantes qu'il faut envoyer en métropole. Oui. Donc, ça peut prendre jusqu'à 15 jours pour avoir les résultats. Donc, voilà, on ne peut pas anticiper d'avance combien de temps prendra un diagnostic. Vous travaillez sur toute la Guadeloupe? Oui, Guadeloupe et les dépendances. Ah non, je suis établie en Guadeloupe parce qu'effectivement, on n'a pas encore de quoi travailler exclusivement sur Marie-Galante. C'est un projet, hein, un jour, de retourner à Marie-Galante. Oui. Mais j'interviens sur la Guadeloupe et les dépendances. Bien. Et je me tourne vers Madame Fleming. Alors, vous étiez quoi avant? Alors, j'ai débuté en tant qu'ambulancière. Déjà, oui, ambulancière. Après, j'ai travaillé à Saint-Martin en tant que telle. Puis je suis rentrée en Guadeloupe. Je fais responsable. Oui, bien sûr. Coming from Saint-Martin. Exactly. Et puis, en entrant ici, j'ai été responsable d'une société de transport de personnes à mobilité réduite. Oui. Et puis, j'ai changé. Un jour, j'avais la capacité, ayant toujours la capacité de transport de marchandises, j'étais responsable technique d'un parc pour tout ce qui était vente de béton prêt à l'emploi. Ah bon. Et un jour, je décide de changer. Vous êtes aussi une multirécidiviste. Oui. Exactement, c'est ça. Moins que Madame Bad. Oui. Mais ça fait quand même trois postes. Oui. Oui. Et puis, j'étais toujours quand même salariée. Oui. Et puis un jour, je décide d'être chef d'entreprise. Oui. Dans un domaine qui est tout autre, en mécanique automobile. Alors, Edith, vous êtes aussi une reconvertie? Oui, je suis en reconversion, une reconversion réussie, puisque bon, tout le monde me connaissait chef d'entreprise. J'étais gérante d'un supermarché et de supérette. Oui. Il y avait 5 entreprises pour à peu près pas moins de 45 salariés en regroupant toutes les entreprises. Moi, j'étais dans l'alimentation. J'avais une boutique dans le bazar. J'avais une petite boutique de beauté de la femme, Edith H. Fashion. Et puis après, vous savez, la conjoncture fait bien faire des choses. Donc après, je me suis retrouvé sans entreprise puisqu'il a fallu déposer le bilan avec tout ce qui s'est passé. Et puis, je me suis trouvé au fond de l'abîme. Du fond de l'abîme. Et c'est pour cette raison que je suis suffisamment guéri pour parler de reconversion. Et donc, là, je me suis posé 2 questions. Je ne veux pas aller m'inscrire à Pôle emploi, pas du tout. Ce n'était pas dans ma démarche du tout. Oui. Ou alors, il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quoi? Comme je savais déjà faire des massages, puisque depuis l'âge de 12 ans, je massais mes parents adoptifs. Et donc, je me suis dit que je vais utiliser ce potentiel pour pouvoir m'orienter vers tout ce qui est mieux-être, bien-être. Et c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de formations, parce qu'il n'y a pas de reconversion sans formation. Sans formation, c'est évident. J'ai fait beaucoup de formations. J'ai fait une formation au Canada dans les fondements de la santé, c'est-à-dire les 4 fondements de la santé, l'eau, le soleil, le sommeil et la nature. Ensuite,
je me suis inscrite dans un centre pour faire une formation, pour valider les acquis de ce que je savais faire. C'est ce qu'on appelle la VAE. La VAE. Oui. Et donc, dans cette formation, je n'avais pas vu qu'il y avait la formation de réflexothérapeute. Et donc, je me suis retrouvé, ce n'était pas mon choix, je me suis retrouvé en train de faire de la réflexo en formation. Et après la première semaine, la formatrice m'a dit que vous avez quand même des dons pour faire la réflexologie plantaire. Ouais. Et c'est ainsi que, parce que quand on est en reconversion comme ça, quand on a connu le fond pour remonter, il faut dire aussi qu'on n'a pas d'argent. Donc, il va falloir, entre-temps, faire les massages, faire les soins, mettre son sérieux, mettre sa passion pour pouvoir faire progresser le petit business qu'on est en train d'ouvrir pour se suffire à soi-même et pour payer ses formations. Et c'est comme ça, quand j'ai démarré en 2013, il y avait une clientèle parce que les copines m'ont fait un peu de publicité et tout. Et après, quand j'ai vu que ça s'enflait un peu, que les gens me faisaient confiance, je me suis inscrite dans une école d'herboristerie au Canada pour faire cette formation que je viens de dire sur les fondements de la santé, l'eau, le soleil, le sommeil et la nature. Ensuite, je me suis inscrite, comme la réflexologie plantaire, c'était une très bonne technique de soins qui est préventive et curative. Donc, je n'avais pas trop bien compris les techniques au départ avec la formatrice qui était japonaise et de passage en Guadeloupe. Donc, j'ai cherché où est-ce qu'on faisait ça. Et c'est comme ça que je me suis trouvé en Indonésie. Je suis parti, je suis resté 1 mois là-bas, dans une école qui m'a vraiment formé pour la réflexologie plantaire. Et c'est pour cette raison que je dis que ma réflexologie plantaire, elle est thérapeutique pour les gens qui connaissent la qualité de ma réflexologie plantaire. Et entre-temps, toujours la clientèle s'enfle et les gens me posent des questions sur oui, comment ça, etc. Donc je me suis dit non, utilise ton potentiel. Donc je me suis inscrite dans une école où j'ai eu 1 année et demie de formation en naturopathe niveau 1, que j'ai eu avec mention bien, j'ai eu la mention bien avec une note de 15,5. Ensuite, l'appétit est venu en mangeant. Je me suis inscrite en niveau 2. J'ai eu mon certificat de naturopathe niveau 2 avec mention très bien et une note 16. Ensuite, je suis partie au Congrès mondial des naturopathes à Londres pour un peu aller me frotter à d'autres personnes, pour un peu me jauger aussi. Mais tout ça, bon, vous savez, c'est beaucoup de sacrifices. C'est partir en Indonésie où je connaissais personne, où je ne connaissais pas le dialecte, où je connaissais strictement rien. Donc, vous voyez, quand vous avez l'envie, vous avez la passion qui vous suit et vous n'avez pas envie de capituler. Parce que moi, j'ai un tempérament qui ne me permet pas de rester au fond de l'abîme. Oui. Et donc, après, je suis resté 1 mois là-bas. J'ai fait mes formations, je suis revenu avec mes certifications. Et ensuite, quand je suis parti au congrès des naturopathes à Londres, j'ai rencontré un coach, M. Dominique Paradis, qui est très bien au Canada, je crois, au Québec. Après m'avoir écouté, il m'a dit, il vous manque quelque chose, c'est la formation en développement personnel coach de vie. Et donc, je suis resté 1 an et demi, donc ça me fait près de 5 ans de formation, oui, où j'ai décroché avec mention très bien ma formation de développement personnel, coach de vie. Et là, je suis en train de me former encore dans tout ce qui est psychogénéalogie. Donc, c'est une reconversion réussie et il n'y a pas d'âge pour faire les formations. Et quand on fait la formation, quand on utilise son potentiel, c'est un mot que j'utilise souvent, et donc là, on peut se reconvertir. Et c'est pour cette raison que je dis aux gens, n'ayez pas de... N'écoutez pas les jugements des uns et des autres. Vous avez envie de faire, faites. Aujourd'hui, en Guadeloupe, vous le savez, M. Danick Xandronis, je suis quand même une réflexothérapeute. Je le sais bien. Oui. Alors, je voulais poser une question à toutes ces femmes. Quand on prend la décision de se reconvertir, ou de quitter un emploi, ou de quitter une entreprise, est-ce qu'il y a du stress ? De la peur, de l'angoisse? Beaucoup de stress, beaucoup, énormément. On a beaucoup d'hésitation. On sait qu'on a envie de faire ça, mais on se dit, est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais réussir? Oui. Est-ce que c'est pas mieux la sécurité d'un emploi avec un patron? Oui, avec un salaire fixe à la fin du mois. Exactement. Oui. Mais
l'amour de ce qu'on veut faire fait qu'on saute le pas. Et une fois qu'on a sauté le pas, on se sent tellement bien que voilà. Madame Bad, vous avez eu du stress. Comme vous êtes multirécidiviste, peut-être que maintenant vous gérez votre stress. À chaque fois, le stress est au même niveau. Il est à la hauteur chaque fois, oui, il est à la hauteur des enjeux. Donc il y a des choses, au fur et à mesure quand même, on acquiert des compétences, on se rassure sur certains points. Mais le stress est à la hauteur des enjeux. On recommence à zéro à chaque fois. Oui. Donc on change de secteur, on repart à zéro. Il faut tout recréer, les process, aller chercher des clients, etc. Mais bon, après, c'est sûr que le stress, il n'y a pas que le stress, il y a le plaisir de le faire. Oui. Et puis on se prépare. Moi, je dis chaque reconversion, c'est pas sur un coup de tête qu'on claque la porte et je me reconvertis. Comme on dit, on visualise un petit peu. Oui, on se forme. Voilà, la création d'entreprise, c'est pas quelque chose qui se fait par hasard non plus. Donc on doit anticiper. Donc oui, le stress est présent, mais le stress ne paralyse pas. C'est un bon stress. Madame Fleming, alors vous? Alors paradoxalement, par rapport à Madame Bad, c'est que le jour où j'ai pris la décision vraiment de passer de salarié à chef d'entreprise, la décision fut radicale. Oui. C'était suite à un entretien professionnel. Il fallait que je prenne des décisions. Et c'était pendant l'entretien, j'ai décidé qu'il fallait que j'arrête. Que c'était le moment, l'opportunité est arrivée, le moment est arrivé, il fallait que je profite de ce que j'avais toujours voulu faire, à savoir être chef d'entreprise. Mais dans quel domaine, je ne savais vraiment pas. Oui. Donc ce fut vraiment radical. Et c'est là où arrive le stress, la peur, où je me dis, mais en fait... La peur de l'avenir ou du de l'avenir, parce qu'on se dit, tu as pris cette décision, mais qu'est-ce que tu vas faire réellement? Et c'est là où il faut, comme je fus toujours active, il fallait vraiment que je mette en place toutes les choses nécessaires, que je profite de toutes mes expériences de façon à justement franchir ce pas et de faire ce que je voulais faire depuis ma tendre jeunesse. Bon, et dites, ça fait 10 ans, donc moins de stress ou plus de stress que toutes ces personnes? Parce que, en fait, vous m'avez dit que vous aviez au moins 4 ou 5 entreprises et du jour au lendemain, vous trouvez sous l'eau, complètement noyé, perdu, et vous voulez faire autre chose. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et aujourd'hui, j'étais dans la grande entreprise, aujourd'hui, je suis dans la TPE. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je vais dire que tout dépend du tempérament. Soit on a un tempérament de fonceur, de bosseur, de faire sans pour cela rester à s'apesantir sur son sort. Et on se dit, bon, je me fixe des objectifs. Moi, je m'étais fixé un plan A, un plan B, parce qu'il ne fallait pas que j'échoue. Donc, mais moi, ça a été très vite. Je n'ai pas eu tellement de temps de réflexion comme Leïla, parce que je savais pertinemment qu'il fallait que je réussisse ma reconversion. Oui. Et donc, c'est pour cette raison, dans une reconversion, il faut déjà croire en soi, croire en ses projets. Il y a conversion. Oui. On se convertit à quelque chose. Oui, croire en soi, croire en ses projets, avoir des objectifs et avoir un plan A, un plan B. Et se dire, je vais me lancer, mais si ça ne réussit pas, je vais me donner peut-être 1 an pour essayer de voir, pour développer l'entreprise. Et au cas où si l'entreprise ne réussit pas, je vais me retourner vers quelque chose d'autre. Donc, dans le cadre de la reconversion, tout dépend du tempérament. Ne pas s'apesantir sur le jugement de l'autre. Oui. Ah ouais, tu étais podologue, mais maintenant, tu vas passer un CAP de pâtisserie. Il y a de quoi avoir le vertige quand quelqu'un vous dit, oui, vous étiez podologue, tu étais podologue, et là, tu veux être pâtissière. C'est parce que cette personne utilise son potentiel. Et donc, on y en est là pour se réaliser. On n'est pas là pour se réaliser pour les autres. Oui. On est là pour soi, pour se valoriser, parce que quand vous n'utilisez pas votre potentiel, ou bien quand celui qui est à côté de vous, vous lui faites part de ce que vous voulez faire, qui vous dit « Ah non, tu ne vas pas réussir, ah non, c'est pas un métier, ah non, tu ne vas pas gagner ta vie ». Alors là, tu retombes dans un stress. Mais quand tu te dis « Bon, je suis sûr de moi, si je capitule par là, je ferai quelque chose d'autre ». Donc, croire en ces projets, ne pas rester sur les jugements, parce qu'il y a un proverbe qu'a dit en créole, ou savent qu'on y, mais ou pas savent qu'on y trouver. Donc, les gens, quelquefois, pour vous freiner dans votre élan de reconversion, ils savent tirer ces armes qui sont un peu fatales. Mais je dis, dans le cadre d'une reconversion,
pas trop parler de son projet, puisque vous pouvez être dans un environnement qui est un peu toxique et qui ne comprend pas véritablement ce que vous voulez faire. Et parce que la personne, c'est sa passion. Donc, une reconversion peut être réussie, comme une reconversion peut ne pas être réussie. Justement, sur la deuxième partie de ce débat, tout à l'heure, on va se retrouver, on prend la première pause de pub et on se retrouve tout à l'heure pour la suite, la fin, parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser. À tout de suite. 4 femmes qui se sont reconverties. Alors tout à l'heure, je vous ai posé la question sur le stress au moment où on prend la décision. Mais l'autre question qui vient après, à quel moment on se dit « ouf, ça y est, j'ai réussi » et on voit les contrats arrivent ou l'argent arrive, etc. Et que même dans la vie familiale, je dis « bon, c'est le mari, bon, ben t'inquiète pas, je pourrais acheter du riz et des lentilles ce mois-ci. » À partir du moment où on commence et qu'on a son premier client, le tout premier, on se client. Dit, ça y est, oui. On respire. On y est. Oui. Et ça démarre. Et ça démarre. Et puis c'est vrai que l'événement qu'a organisé la CCI avec ce trophée que oui, c'est dommage que vous n'avez pas vos trophées, parce que vous avez toutes des femmes de trophées en plus. Voilà, ça m'a fait prendre conscience que voilà, il y a la réussite. Et puis je tiens vraiment à remercier en tout cas la CCI et la présidente de l'association Carbodo qui a pensé à moi. Donc je fais partie, je suis membre de cette association. Et c'est vrai que ce sont des dispositions qui sont là pour nous aider à gagner en visibilité et à nous aider à grandir, à nous faire prendre confiance en nous. Et c'est vrai que, bon, voilà, il y a eu des retours, il y a eu des appels. Et voilà, on se dit, bon, voilà, on y est, Alors, pour Mme Bad, la question sera différente, puisque comme vous avez fait plusieurs reconversions, et chaque fois, bon, il y a eu un peu de stress chaque fois, et puis à un moment donné, on respire quand même. Oui, on respire. Après, en tant que chef d'entreprise, on a toujours Elle a dit tout à l'heure, c'est quand le premier client est arrivé. Oui, alors oui, effectivement. Et puis bon, là, je suis dans ma 3e année, donc j'ai un chiffre d'affaires qui augmente d'année en année. J'ai des retours de mes clients, de mes prescripteurs. Donc tout ça permet de se dire, bon, on est dans le bon, on a été là où on voulait aller. Même si, bon, moi, je me projette toujours plus loin. Donc... Ah bon, vous avez encore une nouvelle reconversion? Peut-être, non. Enfin, non. Je ne pourrais pas m'avancer. On ne sait jamais. Oui. Mais en tout cas, pour mon entreprise, on n'est qu'au début. Je ne suis qu'au début du développement de l'entreprise. Donc oui, on se dit qu'on a réussi quand déjà on est arrivé à l'étape où la création est faite, qu'on a nos premiers clients, effectivement. Et c'est vrai que pour en revenir sur ce que disait Mme Joxane sur le prix qu'on a reçu, c'est très gratifiant parce qu'on est des femmes, effectivement, de tempérament. Parce que pour créer une entreprise, pour tout bousculer dans sa vie personnelle aussi, c'est un impact sur la vie personnelle et familiale. Bien sûr, c'est un impact. Pour rassurer le mari, enfin le compagnon, tout ça. Oui, alors, chaque compagnon est différent. Oui, bien sûr. mais c'est vrai que ça a un impact parce que c'est du temps de travail, c'est des nuits blanches, c'est des heures à programmer, c'est des moments où les enfants sont chez les grands-parents parce qu'il faut... Voilà, ça bouscule toute une organisation. Oui. Donc c'est vrai que le tempérament, c'est essentiel. C'est essentiel. Il faut être sûr, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter de soi et de son projet. Et c'est vrai que le prix qu'on a reçu, ça fait du bien. Parce qu'on a beau être des femmes peut-être fortes, on n'a pas tout le temps le recul de se dire « mais bravo, tu es quand même arrivée à une étape de ta vie ». Et voilà, donc moi, j'ai fait beaucoup de reconversions parce que je n'étais jamais très bien dans ce que je faisais. Il me manquait toujours quelque chose. Ouais. Et donc, à chaque fois, j'ai affiné un petit peu... Est-ce que là, ça commence à aller un peu? Là, Là, je pense que ça... Alors, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Oui. Mais là, je pense que je suis partie pour quelques années quand même. Madame Fleming, qu'est-ce que vous diriez? À quel moment vous avez senti, bon, ça y est, j'ai fait le bon choix? Alors, que j'ai fait le bon choix, juste au moment où j'ai pris la décision, en fait, de devenir chef d'entreprise, je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit, bon... Là, oui, mais vous m'avez dit tout à l'heure, il y a eu un peu de stress quand même un moment. Mais bien sûr, parce qu'on ne savait pas où on allait. Mais à quel moment vous avez dit, bon, ça y est, ça fonctionne maintenant? Alors, tout à l'heure, on a parlé de réussite. Oui. Aujourd'hui, je ne parle pas encore de réussite. Je parle de satisfaction. Il est vrai que tous les jours, j'ai une satisfaction, j'ai un leitmotiv, parce que tous les jours, j'ai quand même une équipe d'hommes. Et tous les jours, je dois satisfaire mes clients. Donc, je ne suis pas... Je me donne les moyens, en tout cas. Je continue à me fixer des objectifs quotidiens
vraiment, de façon... Vous êtes motivé, c'est ça? Bien sûr, bien sûr. De toutes les façons, la motivation, c'est ce qui va vous permettre de toujours exceller, de persévérer dans le choix que vous avez fait, en fait. Oui. Voilà. Alors, Edith, la question que je vais poser, non pas seulement de la réussite, etc., mais quel est le rôle de la CCI dans la reconversion? Justement, j'allais en venir, puisque le rôle de la CCI, c'est d'accompagner, de conseiller, de former et d'informer. Ce sont les rôles régaliens de la Chambre. Maintenant, la commission des TPE que je préside à la Chambre a voulu mettre depuis 3 ans ce prix sur place. Pourquoi? Parce que moi-même, j'ai été aussi une primée. À l'époque, par Madame Marlise Lebranchu, j'ai eu le prix Madame Commerce de France. À l'époque, j'étais la plus jeune chef d'entreprise. Donc, à l'image de cela, puisqu'il faut quand même qu'il y ait des modèles de réussite, il faut qu'il y ait des modèles pour motiver les autres. Donc, à l'image de cette action-là, je me suis dit, pourquoi pas? Et aussi, il faut dire que la CFCI, qui est la chambre de commerce qui englobe toutes les chambres de commerce, a souvent répété qu'il va falloir mettre les femmes en avant, valoriser le travail des femmes, faire savoir aux autres femmes, aux autres personnes, ce que font les femmes dans le pays. Parce qu'il faut dire au fichier de la Chambre, les inscriptions féminines représentent à peu près 35%. C'est-à-dire sur à peu près 40 000 inscriptions. Je parle uniquement de la Chambre de commerce. Oui. Nous avons à peu près 30 à 35% d'entreprises qui sont des entreprises féminines. Donc, vous voyez, progressivement, les femmes prennent le pouvoir. Progressivement. Et c'est une manière de se valoriser. Et c'est pour cette raison que le président Patrick Vial-Collet, il est totalement en accord avec cette manifestation-là pour que nous puissions primer les femmes. L'an dernier, c'était des femmes courage. Donc, on avait primé une dame âgée, Madame Pioche, qui a la Désirade, qui a l'égide de la Grande Source, 80 ans, et elle est encore en activité. Donc, vous voyez, reconnaître les gens, valoriser les gens, c'est leur donner un regain d'effort pour qu'on puisse encore rester dans l'entreprise. Cette année, c'était des jeunes femmes moins de 40 ans. Oui. Toutes qui ont été en reconversion ont moins de 40 ans. Donc, je crois que ça doit donner une impulsion aux jeunes femmes, même aux jeunes garçons, même s'ils ne sont pas en reconversion, mais même une impulsion de venir à la Chambre et de prendre des renseignements pour savoir comment se lancer, comment créer son entreprise. Et aussi, c'est une manière de dire aux femmes, voilà, chacune, vous avez un savoir-faire différent, et donc, n'ayez pas peur, nous sommes là. Et dans notre soirée, l'autre jour, les nuitées des femmes chefs d'entreprise, nous avons aussi primé 2 personnes qui n'étaient peut-être pas prévues. Une jeune de 20 ans, elle a 20 ans, depuis à l'âge de 17 ans, elle multiplie les petits boulots. C'est pour cette raison que je parle d'objectif, de savoir ce qu'on veut faire. Et elle a son entreprise aujourd'hui. Et nous avons aussi primé un garçon, parce que bon, c'est pas parce que c'est la nuitée des femmes qu'il va falloir faire... ne pas prendre en compte ce que font les garçons. Oui. Nous avons primé lunetier, j'ai toujours du mal à dire, de Basse-Terre qui fabrique les lunettes. Et donc, c'est une manière pour nous à la Chambre de dire, voilà le savoir-faire des jeunes femmes. Donc, vous autres personnes, faites comme elles, n'ayez pas peur, venez à votre chambre, prenez les renseignements et on vous accompagne. Et donc, l'an prochain, à la même date, il y aura encore la nuitée des femmes chefs d'entreprise, mais sur d'autres catégories de femmes. Voilà, alors, on va terminer. Je vais vous demander juste un petit rappel. Alors, le nom de l'entreprise? Arnolia. Oui, qui se trouve à Vieux-Habitants. Qui se trouve à Vieux-Habitants. Donc, on a un bar à cacao à Simao, oui. Où on vend le chocolat chaud et tout autre produit à base de cacao, cosmétique et alimentaire. Alors, le mardi, le mercredi et le vendredi de 7h30 à 16h. Oui. Le vendredi après-midi, on est sur le marché des Mornes à Baïf. Et le samedi matin, sur le marché de Rivière-Sens. C'est noté. Madame Bad-Jalton. Moi, c'est la société JDiag. Oui. Donc, nous réalisons tous les diagnostics obligatoires à la vente et à la location des biens bâtis. D'accord.
Amazon. Oui, exactement, il s'agit d'Amazon Auto, une société, un garage. Nous faisons la réparation auto toute marque. Nous sommes aux Abîmes, dans la zone de Petit Pérou. Vous tournez pas à Saint-Martin? Non, c'est vraiment pas prévu pour le moment. D'accord. Donc c'est aux Abîmes et nous faisons tout ce qui est de la réparation dite rapide. D'accord. Voilà. Alors, Edith, 2 questions sur l'entreprise et puis après on revient sur Marie-Galante pour finir. Eh bien, je pense que vous avez des femmes qui sont épanouies à partir de ce qu'elles font, de ce qu'elles réalisent, parce qu'on a très bien compris, elles ont utilisé ce qu'elles savaient faire et elles sont passionnées maintenant de leur entreprise. Et maintenant, vous savez, une entreprise ne fonctionne pas toute seule. Bon, c'est beaucoup d'heures de travail, c'est pas 30 heures, c'est pas 39 heures, c'est 60 heures d'heures de travail si on veut véritablement pérenniser cette entreprise. Donc, il faudrait qu'on se donne, il n'y a pas de dimanche, etc. Donc, c'est ça la Chambre de commerce. Donc, je vais dire à Madame Joxan, on peut encore l'accompagner si elle veut développer son entreprise, ainsi que Leïla, ainsi que Fanny. Et donc, ce sont des modèles de jeunes femmes, moins de 40 ans, qui sont dans l'entreprise, pas d'aujourd'hui, parce que reconversion, ça fait peut-être 15 ans qu'elles sont dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas d'âge pour créer son entreprise. Et il faut y croire. Alors, sur le collège qui va être mis à Marie-Galante, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, mais comme vous êtes Marie-Galantaise, je pose quand même la question, puisque j'ai vu sortir un petit tract disant qu'ils ne sont pas d'accord qu'on regroupe tous les collèges dans un seul endroit à la Maroponche. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je dis que tous les Marie-Galantais ont attrapé le vertige quand ils ont entendu ça. Parce que, bon, les enfants, la jeunesse, la Maroponche, c'est un lieu touristique. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut prôner qu'il faut développer Marie-Galante au point touristique et prendre un lieu touristique, faire une école? Deuxièmement, quand on fera un seul collège, il y a plusieurs sections, à ce que je sache, dans un collège. Combien d'enfants qui seront dans chaque classe? Combien de sections qu'ils vont faire? Quand on sait que quelquefois, l'avenir professionnel des enfants se décide quand on est au collège. Les enfants disent, bon, je veux être ceci, je veux être cela. Troisièmement, la maternité de Marie-Galante, elle est fermée. Quatrièmement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Marie-Galantais, ce sera l'exode. Parce que les gens vont se dire, bon, il n'y a qu'un seul collège. Il y avait 3 auparavant, maintenant il n'y a qu'un seul. Les enfants, peut-être les classes seront peut-être des classes de 30, de 35, je n'en sais rien. Et ils vont se dire maintenant, bon, je préfère aller à Biti-Pointe-à-Pitre, comme ça, je serai déjà là-bas et mon enfant sera scolarisé là-bas. Maintenant, ce que je me pose comme question, est-ce qu'on accompagne Marie-Galante dans ces derniers jours ou bien est-ce qu'on accompagne Marie-Galante à se refaire? Parce que du collège, il y a aussi la question économique, parce que tout est relié. Moins de personnes. Il y a des jeunes populations moindres à Marie-Galante. Les commerces sont en train de... ces commerces-là sont dans une résistance économique, je le dis tout le temps. Donc, quand les familles partiront en Guadeloupe ou à Paris, je n'en sais rien, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Marie-Galante deviendra une île déserte? On attend la réaction. On posera la question à d'autres personnes. En tout cas, je vous remercie, mesdames, d'être venues parler de votre reconversion. Vous avez donné vraiment de bons modèles, de bons paramètres pour les jeunes femmes qui, comme vous, veulent se reconvertir. Et on prendra note. Et merci encore à Edith d'avoir rassemblé ce panel de trophéistes. Et dommage qu'on n'ait pas le trophée, mais enfin, ça viendra. De toute façon, on vous reverra peut-être avec plaisir. En tout cas, je vous remercie. 13h52, on revient au concours Major en créole, Major Maquet en créole. Olivier Morandel est sur place à la région. On regarde. Nous, à la 4e édition à concours là, Ripage, Maquet créole, justement, Major Maquet créole. Et nous voulons justement que créole là prend toute place et tout partout. Parce que jeudi jour, nous sommes doctorat en créole, nous avons agrégation en créole, nous avons l'école qui apprend petit monde à parler créole. Nous voulons que justement que nous entrions dans la réelle littérature là, ça, pour que culture nous prend toute place, pour que nous venions s'annouiller nous-mêmes, pour que nous restions s'annouiller, que nous piger si ça, pour que nous aillions plus loin, pour nous vendre ce titre. On peut dire que la CCE Lurel sont sorte de petite à la région, donc automatiquement fait nous là
fait noter là parce que nous avons bien entendu la culture, l'éducation, l'environnement, donc fait noter dans la là ça pour nous travailler avec M. Bureau. Pour bien 10 autres, mais on pas espérer gagner. Mais on te prend courage en moins, on dit on caille marqué, même si on pas gagné, mais au moins on a fait bité. Ben là on vient là, ben on pas te connaître si c'était moi qui t'ai ni premier prix là. Et pour 10 autres en content même, pas d'avoir c'est un bitin, on pas te espérer, mais là, je dis moi c'est moi qui gagné et en content et quand 10 autres la contentement fait un plaisir, mais c'est un bitin qui est positif. C'est la première fois que je marque un texte en créole et ça a vraiment été un challenge, un vrai challenge pour moi parce que c'était vraiment très difficile. Ça m'a pris quand même ça m'a pris beaucoup de temps et c'était vraiment une bonne expérience. Pour moi, créole là, si on bitin, on peut dire que de génération en génération, on voit créole la vie plus belle. Pas d'avoir on a un camarade moi qui a participé à un concours la salle l'année passée et on dit moi bitin la belle et yo dit moi est-ce peut participer et après moi Geneviève professeur créole en moi il parlait nous de ça et arrivé à participer et créole c'est une belle langue. Franchement c'est une belle langue, faut pas nous laisser pour nous prendre en français. Parce que avec créole là, nous avons l'eau côté et moi, on va continuer à travailler en moi, on va continuer à apprendre créole et on va continuer à marquer créole. Nous avons une langue guadeloupéenne là qui prend ballon puisque Major a marqué langue guadeloupéenne là, ben c'est une fille première qui prend. Un dernier sujet, voilà, ça nous a vous descendre Bastet. C'était hommage à Omotunde. Omotunde disparu en novembre dernier. C'était quelqu'un qui était très aimé, très apprécié par les Guadeloupéens, même au-delà en Afrique, un peu partout, parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages. Sauf qu'à Bastère, les Bastéens n'avaient pas eu l'occasion de lui faire un hommage. Ça a été fait ce week-end. Olivier Moradel était sur place, on regarde. C'était à la fois un hommage et puis un rituel pour accompagner l'esprit d'Omotunde dans l'éternité, dans la vie éternelle. Comme tout le monde l'a aimé suivre Omotunde, et il a déjà fait hommage là dans différents Martinique, Sigonte aussi en Guadeloupe. Alors on a décidé de faire à Bastet, il ne peut jamais faire à Bastet. Alors l'organisation a décidé de pas faire ici Bastet. Voilà. Et moi, participation dans l'organisation là, et c'est moi qui fais quoi en classe. Et voilà, nous tout était bien passé et nous bien contents. Le professeur Omotunde était un kamite. Voilà. Et donc, après son retournement, comme on dit, c'est-à-dire sa transition, il faut donc accompagner son esprit en vibration et en énergie dans les plus hautes sphères de l'élévation spirituelle. Voilà, c'est ce qui a été fait ce soir, magnifiquement. Et le public a adhéré de façon extraordinaire en accompagnant justement l'esprit et le cas, comme on dit, du professeur Omotunde de manière intense et recueillie. Et après nous, l'habitant sur l'Afrique, sur l'Égypte, et il veut dire l'habitant qui est caché, honnête. Alors, oui, c'était au bout. Tenir la parole, bien expliquer les choses, et après nous, on l'habitant. Mais est-ce qu'il repose en paix au Omotunde? Voilà, bien, on va terminer avec Nathalie Guitin-Baboural. C'est la deuxième fois que je la reçois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coach féministe, créatrice de la Tribune Powering School.
Et vous me disiez tout à l'heure, vous êtes aussi en reconversion? Oui, moi je suis fan de reconversion, je suis en reconversion chronique. Qu'est-ce que ça veut dire reconversion chronique? J'ai fait plein de métiers dans ma vie et je continue à expérimenter. C'est ça l'avantage d'être entrepreneur. Votre dernier métier, c'était quoi? Mon premier métier, c'était médecin militaire. Oui, le premier, mais le dernier. Et le dernier, là, c'est je vais faire la scène, je vais devenir humoriste. Ah bon, vous devenez humoriste? Oui. Oh, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir humoriste? Alors, expliquez-nous ça un peu. Oui, bien sûr. Médecin généraliste militaire, coach et puis humoriste. Oui, en fait, j'ai plein de messages à faire passer. J'aime transmettre et enseigner des messages autour de la santé, comment prendre soin de soi. Oui. Et je le fais notamment en tant que coach et avec mon école. Mais je me rends compte qu'il y a d'autres manières aussi de transmettre sur la scène. Et en y mettant une dose d'humour et en faisant bouger les gens, en faisant proposer des expériences sur comment on peut se reconnecter à nos intelligences naturelles qui nous permettent d'être dans notre physiologie et dans notre santé, j'avais envie de tenter cette expérience et c'est ce que je vais faire là dans quelques jours. Vous serez sur scène bientôt? Je serai sur scène, oui. En tenue de pompier. Alors, quand est-ce que vous commencez? La première, c'est ce jeudi 23 mars. Oui, jeudi prochain? Oui, mais on est déjà complet pour jeudi prochain. Donc, la Luna, c'est ça? C'est ça, oui. C'est mon nom de scène. Ah, c'est un one-woman show, pardon. Un one-woman show, oui. Danse avec le chacal. Alors, je ne vais pas vous demander un grand extrait, mais dites-nous un petit peu, faites-nous sourire un petit peu. Oui, alors je vous fais un petit teaser. Ce spectacle, en fait, les personnes qui seront là pour la première vont apprendre qu'elles ne sont pas venues à un spectacle. Oui. Elles sont venues à un stage commando express pour devenir experts en chaos créateur. Voilà. Carrément. Ouais. Oui. Parce que dans le monde où on vit aujourd'hui, il y a tellement de crises qui s'enchaînent et on se dit mais c'est quand que ça va se terminer? On peut se dire bon ça y est, c'est foutu, le monde est foutu. Ou on peut se dire non, peut-être qu'on va pouvoir rebondir dessus. Oui. Et c'est ça que j'ai envie de proposer, la deuxième option. Et le One Woman Show va durer combien de temps? Il va durer 1h30. Ah, 1h30. Et vous serez en stand-up toute seule? Toute seule, mais le public va participer aussi. Il va se lever, il va danser, il va interagir avec moi. Alors, comment vous avez appris ça? Comment vous avez décidé de faire ce saut vers, je ne dis pas vers l'inconnu, mais vers l'humour et la scène? C'est vrai que c'est un saut un peu vers l'inconnu, mais en même temps, je suis conférencière depuis 15 ans. Mais oui. Et sinon, j'ai aussi fait de la danse. À l'époque où je travaillais à Paris, j'étais dans une troupe de danse, Bollywood. Donc en fait, c'est deux univers que je connais. Et là, maintenant, je les réunis ensemble. Et en plus, je prends des cours avec un bon coach, Patrice Turlet, qui était ici aussi il y a quelques semaines. Oui, je me souviens. Oui. Et du coup, ça me permet d'affiner et de commencer à mettre plus d'humour et de vraiment être dans cette posture d'humoriste, en fait. Alors, il y aura un Doc La Luna Tour? Sûrement, oui. Il y a déjà une date le 26 avril, oui. Parce que, il y a une autre date. Une autre date la en première Guadeloupe. Date, c'est à Jarry le 23. Et le 26 avril, c'est à Jarry aussi. Oui. Et après, le même endroit? Oui. Oui. Et ensuite, ça part en tournée à Paris, à Bruxelles. Et on va aller jusqu'à Pondichéry. Ah, vous retournez en aide? Ouais. Oui. Pour terminer la boucle. Ah, vous terminez là-bas? Mais alors, votre humour, il est basé sur ce que vous voyez autour de vous, bien sur des projections que vous faites, sur des réflexions, sur quoi exactement? Il est basé sur la vie de tous les jours, sur les retours que j'ai, moi, des femmes que j'accompagne, des femmes entrepreneurs qui se posent des questions sur le monde dans lequel on vit. Il est basé sur tout ce qu'on entend aujourd'hui d'un peu délirant, on va dire, de tous les gouvernements. Donne-moi un exemple de délire. Un exemple, c'est qu'aujourd'hui, on nous dit le futur de la santé, ça va être l'intelligence artificielle, elle va tout faire, les ordinateurs vont tout faire, vous n'avez plus besoin de faire. Ouais. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Autant l'intelligence artificielle peut nous aider dans certains domaines, autant si on devient fainéant sur nos canapés à attendre que quelque chose d'autre prenne soin de nous, on va perdre notre pouvoir, en fait. Oui. Et on va perdre une partie de notre système nerveux qui est là pour nous apprendre à développer notre résilience et à être en santé. Et pour moi, on peut combiner tout ce qu'on nous propose sur la technologie, oui, d'accord. Mais à côté, on a une super technologie qui est notre corps humain. J'ai cru comprendre que l'intelligence artificielle, maintenant, je crois que c'est le ChatGPT. Il sera dans mon spectacle. Le 4, aujourd'hui, il est supérieur à l'intelligence humaine. Quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'un type d'intelligence. Et ce qu'on a oublié, c'est que l'humain est doté d'autres intelligences qui sont plus en lien avec notre système nerveux sensitif. Oui. Et qu'on est capable de ressentir des choses, mais l'enfant, il sait ça intuitivement, mais on n'a pas appris ça à l'école. Et puis ça, c'est l'humain, oui. Et ce que je propose, c'est de revisiter ces intelligences qui sont un peu endormies
pour les activer et qu'on devienne quelque part des super-humains. Oui. Bravo. Donc, vous faites Jarry 1, Jarry 2, après vous partez en Bruxelles, France. Paris. À Bruxelles, en fait, Bruxelles d'abord. Ouais. Oui. Et après, vous faites... vous allez en Inde, vous m'avez dit? Oui, en Inde, ouais. Puisque dans le spectacle, du coup, j'en profite pour aborder aussi un peu mon cheminement de femmes qui cherchent, en fait, qui elle est vraiment. Et c'est pour ça que, tout à l'heure, j'écoutais un petit peu l'émission avec les entrepreneurs. Oui. Je pense que aujourd'hui, on ne rentre pas dans une case, on n'est pas dans un métier du début à la fin, ce que j'observe. C'est ce qu'on appelle la mobilité. Exactement. Oui. La mobilité géographique, mais aussi intérieure. Intérieure, oui, bien qui sûr. fait qu'on évolue. Et donc, dans le spectacle, j'en profite pour parler aussi de mon parcours. Comment est-ce que j'ai fait pour lâcher une carrière de médecin militaire Oui. pour me lancer dans le vide. Et même s'il y a des doutes, des peurs, des obstacles, on peut les transformer. Et en plus, vous avez fait un voyage, puisque à l'origine, vous êtes de l'Inde, si je ne me trompe pas. Je suis née en banlieue parisienne, mais je suis originaire de Pondichéry en Inde. Pondichéry, oui. J'ai grandi là-bas. Oui. Je suis venue faire mes études en France. Oui. J'ai commencé comme médecin militaire donc à Paris. Et il y a 5 ans, je suis arrivée en Guadeloupe et je suis tombée amoureuse de cette île. Donc je me suis installée ici. Et ça va la Guadeloupe avec vous? Ah ben c'est ma terre de révélation. C'est grâce à elle que j'ose sortir du champ des possibles. Donc vous reviendrez après Pondichéry, vous revenez? Ah oui, je reviens, oui, bien sûr. Ah, vous revenez, donc c'est un tour. Comme voyage. Alors moi j'ai envie de poser une question. Quand les gens viennent voir la coach que vous êtes pour la reconversion, qu'est-ce que vous leur dites? Parce que, je prends le cas comme ça, une personne dit oui, mais j'ai un boulot, je gagne bien ma vie mensuellement, etc. Mais j'ai quand même envie de changer, mais j'ai peur. Qu'est-ce que vous leur dites? Je leur dis déjà bienvenue au club, parce qu'il y a énormément de personnes aujourd'hui. On a des chiffres aux États-Unis, on ne sait pas encore en France ou en Guadeloupe, mais aux États-Unis, on a parlé de la grande démission. Il y a des millions de personnes qui ont lâché leur job, leur sécurité financière, pour se dire je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. On lâche la sécurité. Oui, c'est ça. Oui, on prend un risque. Bien sûr. Oui. Mais ce qui est intéressant, et j'en parle dans le spectacle, la vie, c'est des risques. Oui. La nature, c'est des risques. Tout à fait. Et ça fait peur, c'est normal. Oui. Mais pour goûter à ce qu'on appelle la zone de magie, oui. on est obligé de sortir de notre zone de confort. On sort de sa zone de confort. Exactement. On rentre dans la zone d'inconfort. Voilà, sans non plus aller vers le danger. En fait, c'est ça, il faut trouver le juste milieu. Et ce que j'ai envie de faire, moi, ce que j'ai envie de proposer, ce que je fais déjà dans mon école, mais là, dans le spectacle, c'est quand on fait ce saut collectivement, ça donne de la sécurité à un autre endroit. Ça donne du soutien. On se dit, waouh, on n'est pas seul, en fait. Ok, je fais un premier pas, je ne sais pas encore où je vais, mais je vais voir ce qui se passe. Puis je vais faire un deuxième pas et un troisième. Et puis après, on arrive aux femmes qui étaient là tout à l'heure dans l'émission, qui arrivent, qui posent une première réussite, une deuxième, une troisième. Alors, mais Nathalie, ça va être votre dernière reconversion, mais il y a d'autres encore à venir. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal, mais vu comment c'est parti, moi j'adore créer, donc je ne vais jamais m'arrêter. Vous ferez du cinéma peut-être demain? Peut-être. Qu'on est déjà sur la scène. Hein. Oui, c'est vrai. Progressivement, après on passe devant la caméra. En tout cas, merci d'être venu, mais vous restez quand même coach quand même. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça ce qui est intéressant. Je disais en rigolant que je suis en reconversion chronique. C'est pas que j'essaye quelque chose et puis j'arrête, puis j'essaye autre chose. Les gens ont peur de ça, qu'on les prenne pour quelqu'un d'éparpillé. Oui. En fait, moi, je réunis toutes mes casquettes. Pour moi, je suis encore médecin, je suis encore coach, j'ai encore mon école et je continue à nourrir tous ces domaines-là. À accompagner les gens. À accompagner les gens, oui. Mais ça, c'est le petit truc en plus qui va faire que moi, ça me sort de ma zone de confort. Hein, oui, bien sûr. Oui. Et ça me permet d'activer cette créativité qui ne s'arrête jamais. Oui. Bon, rendez-vous mercredi. Yes, jeudi. Jeudi à partir de 20h. 20h. Et après, vendredi mercredi 26 mercredi 26 avril. Au restaurant Jarry, toujours restaurant Jarry. Aïwa, oui. Aïwa, chez Aïwa. On viendra voir ça. Avec grand plaisir. Vous pouvez avoir toutes les infos sur doclaluna.com. D'accord, ok. Mais bonne chance. Merci. Et puis bonne reconversion. Merci. On prend le dernier titre d'actualité, c'est rencontre avec Jocelyne Béroin après le spectacle de Nemo. On a rencontré Jocelyne Béroin à Paris. Reportage.
c'est pas un grand retour. Moi, je crois que j'ai jamais quitté la scène. Hein. Même quand il y avait le Covid, dès qu'il y avait des petites ouvertures et qu'on avait la possibilité de faire un concert, souvent je me retrouvais en scène, je me retrouvais à chanter ici ou là. Donc j'ai quasiment chanté depuis 2020 où il y a eu le Covid, j'ai chanté en août 2020, j'ai dû chanter en décembre, j'ai dû chanter l'année d'après. Enfin bon, j'ai quasiment jamais arrêté, quoi. Et si je chantais pas sur scène, je chantais chez moi. Mais je trouvais toujours le moyen, il n'y a pas de... Je pense pas qu'il y ait eu de départ. Il y a eu un moment, évidemment, un arrêt, évidemment, au moment de la mort de Jacob, évidemment, tout s'est arrêté pour tout le monde. Je crois qu'on n'avait pas le cœur à retourner sur scène immédiatement. Mais au fur et à mesure, finalement, retourner sur scène et chanter Jacob, c'est le faire vivre. Oui. Voilà. Et puis, c'est très beau de voir Kassav ensemble, les musiciens de Kassav, de te voir ce soir en Trianon auprès de Jean-Claude Nemro. C'est superbe, ça. Oui, il y a quelques musiciens de Kassav, effectivement, qui sont là avec Jean-Claude. Mais enfin, bon, il y a surtout des éléments du groupe, quoi. Georges et moi. Avec Jean-Claude. Ça va continuer encore? Vous avez beaucoup de concerts prévus? On a beaucoup, pas vraiment. On a une petite tournée qui commence tout doucement parce que, bon, en fait, il faut déjà voir comment on fait fonctionner le groupe musicalement sans Jacob, c'est-à-dire avec des remplaçants. Donc déjà, ça c'est pour nous un gros challenge. Donc, parce qu'il faut qu'en face, les gens, évidemment, ils vont voir que Jacob n'est plus là. Mais il ne faudrait pas qu'ils sentent ce manque. Donc c'est vraiment un véritable challenge. C'est pas si évident que ça. Et le guitariste qui va prendre la place, il aura une grosse responsabilité, mais on sera à côté de lui pour pouvoir le pousser. Je pense que peut-être que Jacob sera là pour l'aider. Aussi, en fait, cette série de concerts-là, c'est effectivement Kassav, mais c'est Kassav qui rend hommage à Jacob. C'est ça surtout qu'il faut dire. C'est un hommage qu'on rend à Jacob, d'abord. Après, on verra si on continue, si on ne continue pas. Mais pour le moment, on doit rendre hommage à Jacob et c'est ça qu'on commence par. Voilà, vous l'avez compris, reportage à Paris de José Douglas et de Maurice Cessé. Voilà, c'est la fin du ZCL News aujourd'hui. Je rappelle qu'en début du ZCL, on a reçu M. David Lapoural, le directeur du Musart, l'ancien musée Schellcher, qui nous a expliqué un peu ce qui se passe dans ce musée qui a été complètement refait. Ensuite, on a reçu Winnie Kaona et Gilbert Okoko pour les trophées de la Biguine qui débutent le mardi 28 mars au Mémorial Hack. Et puis il y a toute une série de concerts. Je rappelle les dates. Alors, le 31 mars au MAC, 22 avril au Ciné-Théâtre de Lamentin, 29 avril au Palais de la Culture Fouto. Et puis, on termine le 6 mai à Bastia, une série de concerts. Vous pouvez trouver les tickets sur Olmol, bien sûr, sur place. On a reçu ensuite Madame Edith Evrilus, qui est la présidente de la commission des très petites entreprises de la CCI, et elle est avec elle un panel de jeunes femmes, Fanny Jaltombad, Leila Fleming et Stella Joxon. Ce sont des femmes qui étaient en reconversion. On a fait un petit échange là-dessus sur la reconversion. Et justement, tout à l'heure, Nathalie Baboura nous expliquait que la reconversion, c'est de plus en plus fréquent, c'est ça? Oui. Et ça devient... Bon, c'est pas une mode quand même. Non, moi je pense pas que c'est une mode. C'est un besoin, une nécessité. C'est un besoin, ouais, aujourd'hui. Aujourd'hui, et de plus en plus de femmes sont dans reconversion. Sinon, on a fait un petit focus sur cet incendie qui s'est déroulé ce matin à Pointe-à-Pitre, qui a effectivement détruit une fois de plus un magasin. Nous sommes allés au colloque de la petite enfance avec Vianney Valverde. On a fait le concours major marqué langue en nous, langue guadeloupéenne, avec Olivier Moradel, et on a vu la jeune gagnante. Nathalie, vous ne parlez pas encore notre langue, non? Mais je comprends. Ah, on croit comprendre. Et je zouklasé salmedi comme on nous nie. J'ai appris pour mon spectacle un petit peu. Et on est allé à Bastia pour l'hommage à Omotunde en passant par Bouillante, où il y avait un festival, enfin on peut dire un rassemblement sur le bien-être, puisque de plus en plus les gens sont à la recherche du bien-être. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, les 14h13. C'est Jordan qui était à la réalisation. Pas ni problème, on se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle session du ZCL News. À demain. À l'occasion de la 5e édition des trophées de la Biguine Mounderivelle, en partenariat avec la ville de Pointe-à-Pitre, l'Association pour le développement de la musique traditionnelle vous présente l'exposition Mouna Biguine du 22 au 31 mars 2023 au pavillon de la ville. Horaire 9h-18h.
le concours 5e édition des trophées de la Biguine Mounderivel avec la région académique. Mardi 28 mars 2023 au MACT. Candidats inscrits exclusivement. Concert anthologie de la Biguine. Winnie Kaona et les lauréats des trophées pour que nous sachions qui était qui et qui chantait quoi. Renseignements complémentaires 0690 624 052. Ensemble, partageons l'amour et la passion de la Biguine. Patrimoine en nous.